Alors maintenant, on va passer à la négation dans les programmes logiques. Alors la négation, donc les programmes logiques positifs nous permettent de modéliser de manière déclarative tout un tas de problèmes. Alors, cependant, il s'avère qu'il y a beaucoup de situations qui requièrent une modélisation dans laquelle on va modéliser justement la notion intuitive de négation. La négation, c'est un concept linguistique qui est naturel et qui est en fait utilisé très fréquemment quand des problèmes naturels doivent être modélisés de manière déclarative. Par exemple, ici on a l'exemple de la règle qui nous dit si Y est un hub et si Y est connecté à X, alors X est connecté, et s'il y a un lien, pardon, entre Y et X, alors X est connecté, considéré comme étant un aéroport connecté. Donc cette règle-là nous définit les aéroports connectés à au moins un hub d'aéroport. Alors, effectivement, du coup ça peut nous faire penser à la définition d'aéroports qui vont être non connectés. Ceux qui sont non connectés à aucun, enfin, connectés à aucun hub. Et ça, on pourrait le modéliser intuitivement en ajoutant le modificateur not avant les atomes pour exprimer une négation. Par exemple, en considérant la règle qui nous dit bah, si X n'est pas connecté, not connected de X, alors X appartient à la catégorie des badly connected. Ils ne sont pas très bien connectés. Et donc, ça aboutit en fait, cette remarque-là, à la définition de ce qu'on appelle les programmes logiques normaux. Je crois qu'il y a dans la littérature aussi une autre dénomination qui est les programmes logiques généraux, mais appelons-les normaux puisque c'est ici le cas, dans lesquels en fait on a des clauses, donc des règles, qui ont la forme suivante, euh, qui nous disent si j'ai B1, si j'ai B2 et si j'ai BM, et si j'ai pas C1, si j'ai pas C2, si j'ai pas CN, alors j'ai A. Avec bien sûr A, B, I et CJ, des atomes qui sont des atomes du premier ordre. Donc là, ben, la différence hein, qui est très claire, c'est qu'on voit bien que le corps de la règle contient maintenant des expressions qu'on appelle des littéraux niés par défaut, et qui sont note C1, note C2 jusqu'à note CL ou note CN. Ça consiste juste en des atomes CI précédés par le modificateur de négation note. Alors évidemment, maintenant qu'on a des littéraux qui sont niés, ou négatifs, on va avoir des littéraux qui sont positifs, qui sont les autres, hein, ceux qu'on avait déjà précédemment, donc les B1, BK. Alors intuitivement, un littéral qui est clos, on l'a dit, correspond à une variable propositionnelle. Alors, pardon, on n'a pas dit ça précédemment, on a dit un atome qui est clos correspond à une variable propositionnelle. En fait, ici, si on généralise la notion d'atome à celle de littéral, sachant qu'un atome c'est forcément positif et un littéral c'est un atome qui est soit positif soit négatif, donc c'est quasiment la même notion. Donc on peut parler de littéral clos, c'est-à-dire un BI ou un note CJ, sans variable. Bien entendu, on a simplement ajouté la négation, donc ça ne change rien à notre interprétation. On peut intuitivement penser que ça correspond toujours à une variable propositionnelle, c'est-à-dire que en fait un littéral positif ou négatif, il va avoir une valeur de vérité qui va être du coup l'opposé de la valeur de vérité du littéral correspondant positif. Par exemple, si j'ai le littéral hub Rome, si ça c'est vrai,
alors not a Brom, ça va être faux. Ça va correspondre à la valeur de vérité faux. Alors une fois que les littéraux négatifs ont été syntaxiquement définis, il faut quand même réfléchir à un sens formel bien défini pour les règles. Les règles dans lesquelles on a des littéraux négatifs. Alors la sémantique du prologue a été tendue d'une manière assez pragmatique et en fait opérationnelle de la SLD résolution à la SLDNF résolution. Avec en tête l'idée de traiter la négation comme un échec. Ce qui veut dire quoi? Negation as failure. Ce qui veut dire que, en fait, on va considérer comme faux un littéral négatif not A si la vérité de son littéral positif correspondant ne peut pas être prouvée, en temps fini évidemment, à travers, via la SLD résolution. Alors ce qui est peut-être un peu difficile ici, quand on ne connaît pas la SLD résolution, c'est que c'est qu'on n'a pas défini ce que c'est que la SLD résolution précisément pour le moment. Donc là effectivement, faut aller voir un peu ce que c'est que la SLD résolution dans les bouquins de programmation logique. Mais bref, la SLD résolution, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui nous permet avec des programmes logiques positifs, de déduire des réponses à une requête. Du coup, si on prend un atome négatif, donc un littéral négatif, euh, et que clos, et qu'on cherche à savoir sa valeur de vérité, encore une fois, l'approche de la SLDNF résolution est de dire negation as failure, c'est-à-dire que not A sera considéré comme faux si A ne peut pas être prouvé en temps fini par la SLD résolution classique. Alors il est important d'observer que la négation en logique classique est quand même différente de la négation en programmation logique. Donc là, il y a un certain nombre de surveys qui sont cités. Donc j'imagine que l'exemple 9 va expliciter ce point-là. Supposons qu'on ait le programme suivant, P5. On sait que Dilbert est un homme. On sait qu'on a la règle qui nous dit que si X est un homme et si X n'est pas un mari, alors X est célibataire. Et on a une règle qui nous dit s'il faut, alors X est un mari. Ok. Euh, alors, avec la sémantique de prologue, si on pose la question qui est un qui est célibataire, on va obtenir la réponse d'Hilbert. Alors pourquoi? Si on obtient la réponse d'Hilbert, on obtiendra donc la réponse single de Dilbert. Donc ça veut dire qu'on a utilisé la règle numéro 2. Là, je fais un raisonnement enchaînage arrière. Hein, je remonte les règles. Donc ça veut dire que Dilbert est un homme et ça veut dire que Dilbert n'est pas un mari. Donc not husband de Dilbert est vrai, en fait, ou que husband de Hilbert est faux. Euh, et donc, du coup, on va utiliser cette règle-là, mais là, c'est pas évident de savoir. Alors, voyons ce qu'ils nous disent. Alors, intuitivement, la réponse est motivée par le fait que husband de Hilbert ne peut pas être prouvé par P5. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié le negation as failure.
Et on ne peut pas prouver husband de Dilbert. Pour prouver husband de Dilbert, il faudrait qu'on ait... Alors, pardon, pour prouver single de Dilbert, en utilisant du chaînage avant, donc cette fois-ci en utilisant les règles du corps jusqu'à la règle, et pas en faisant comme tout à l'heure. Donc pour prouver single de Dilbert en utilisant du chaînage avant, on peut utiliser la première règle du programme, dans laquelle pour laquelle on doit d'abord montrer que man de Dilbert est vrai. Mais ça c'est vrai, puisque c'est un fait, man de Dilbert. Et alors, montrer qu'il n'y a pas de preuve pour husband de Dilbert. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, en effet, il n'y a aucun indice qui nous dit que husband de Dilbert est vrai dans P5. Il n'y a aucun indice. Si on voulait utiliser, en fait, c'est le même raisonnement. Bon. Si on voulait utiliser la règle 5 pour la règle single de X impliquée par man de X et not husband de X, il faudrait montrer que, pour pouvoir montrer que qu'on a bien single de Dilbert, il faudrait qu'on ait man de Dilbert, mais ça c'est vrai, on l'a. Et il faudrait que, surtout, on puisse pas démontrer, il faudrait que not husband de X soit vrai, et ça, dans la programmation logique SLDNF résolution, ça correspond à montrer que on ne peut pas montrer qu'on a husband de Dilbert avec la SLD résolution. Et quand on regarde ce qu'on a, ben oui, on peut pas, il n'y a rien, a priori, dans le programme qui nous permet de montrer qu'on a husband de Hilbert. Donc, a priori, on peut déduire not husband de Dilbert et donc, in fine, single de Dilbert. Alors après, on note que cette approche opérationnelle, puisque c'est opérationnel dans le sens où à un moment donné, on a un critère qui est on ne peut pas montrer que. C'est pas un critère sémantique, ça, c'est un critère qui correspond à notre mécanisme de preuve. Donc c'est vraiment opérationnel, quoi. Mais en fait, cette approche-là, elle est pas tout le temps, elle peut pas tout le temps s'appliquer, ou en tout cas de manière satisfaisante. Supposons qu'on ait le programme P6, on a man de Dilbert, on sait que si X est un homme et si on ne peut pas prouver que X est un mari, alors on déduira que X est célibataire. Et si X est un homme et si on ne peut pas prouver que X est célibataire, alors on déduira que X est un mari. Et alors en fait, dans ce contexte-là, single de Dilbert et husband de Dilbert sont finalement mutuellement dépendants. Ce qui est un petit peu étonnant. Oui, parce que on pourrait montrer single de Dilbert à condition qu'on ne puisse pas montrer husband de Dilbert, et vice-versa. On pourrait montrer husband de Dilbert à condition qu'on ne puisse pas montrer single de Dilbert. Donc en réalité, là, avec l'approche précédente, la SL des résolutions va boucler à jamais, et en essayant de trouver une réponse à cette requête-là. Et même si on pouvait s'arrêter, on dirait rien, quoi. On pourrait rien dire sur on pourrait pas dire single de Dilbert, on pourrait pas dire non plus husband de Dilbert. On pourrait juste dire man de Dilbert, mais c'est pas ce qui nous intéresse en fait. Donc, ce serait un peu bizarre. Pour des notions qui ont l'air d'être opposées.
Alors, il y a des approches quand même qui vont donner du sens à des programmes logiques via une définition théorique, une définition de théorie des modèles. C'est-à-dire en définissant de manière un peu théorique, donc une notion de meilleur modèle. Et ces approches-là vont être capables de traiter des définitions récursives, comme précédemment probablement, pour des programmes pour lesquels un modèle minimal unique existe. Sauf que le problème avec le programme P6, par exemple, celui qui pose problème avec la SLD résolution, c'est que il n'a pas un programme unique. En effet, il a deux programmes minimaux. Et oui. D'abord, Mann de Dilbert, forcément, fait partie de tous les modèles, mais il y a deux possibilités. En supposant que, oui, c'est ça. Après, il y a deux cas de figure. Soit on suppose qu'on on peut pas, on n'a pas de moyen de dériver not husband de Dilbert, enfin de dériver husband de Dilbert par la CD résolution. C'est une hypothèse. Auquel cas, on en déduit single de Dilbert. Soit, deuxième cas de figure, c'est le cas inverse, on peut montrer que on a husband de Dilbert par la SLD résolution, et, euh, et donc on peut pas montrer, on en déduit qu'on peut pas montrer single de Dilbert, et donc on a le deuxième modèle. Et on voit bien que ces deux modèles-là, ils sont minimaux parce que je peux pas enlever quoi que ce soit en gardant un modèle, mais ils sont pas, mais il y en a pas un qui est plus petit que l'autre, qui est inclus dans l'autre. Donc les deux modèles satisfont P6. Et voilà, constitue un ensemble de faits minimal, nécessairement vrais, qui sont compatibles avec P6. Et donc, ces exemples-là nous font dire que finalement l'introduction de la négation dans les programmes logiques, ça induit quand même un problème important au regard du sens des programmes logiques normaux. Ceux qui ont des notes, des atomes en notes dans le corps des règles. Alors, pour le débat, en fait, sur la bonne sémantique à attribuer, pour attribuer un sens correct à la négation dans les programmes logiques, a été un débat qui a duré longtemps, en fait. Il y a une petite note là. Voilà. Il y a un certain nombre de publications qui en font partie. Et a provoqué ce qu'on pourrait appeler le grand schisme de la programmation logique. Alors en fait, il y a deux approches, bon, il y a plusieurs approches, mais il y a essentiellement deux approches très différentes philosophiquement qui ont été proposées. Premièrement, pour garder l'idée de définir un seul modèle pour un programme, voilà. Non, premièrement, la première idée, c'était on a voulu garder le fait que un programme possédait un seul modèle, sous-entendu modèle intéressant. Donc pour les programmes positifs sans négation, c'est le plus petit modèle de Herbrand qui correspond au modèle intentionnel, au intended model. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais quand on rajoute la négation, on voit qu'il peut y avoir plusieurs plus petits modèles d'Herbrand, donc c'est problématique, c'est un problème. Mais certains ont voulu quand même aller vers une formalisation, une intégration de la négation, de telle sorte à ce qu'il y ait toujours un seul modèle qui soit intéressant pour un programme donné. Mais cette fois-ci avec des classes de programmes contenant la négation. Alors ça peut être donc cette approche philosophique a été
a été formalisé, enfin, a mené à plusieurs formalisations de définition d'un modèle unique. Par exemple, en choisissant le bon modèle, en sélectionnant le bon modèle parmi tous les modèles classiques d'un programme. En fait, cette ligne de recherche, finalement, a produit la notion de modèle parfait, qui a été sur lesquels enfin, qui a donné satisfaction pour la classe des programmes dits stratifiés. Pour la classe plus générale des problèmes des programmes normaux, finalement, dans cette catégorie dans cette ligne de recherche, euh, on trouve en fait la sémantique la plus populaire, qui est probablement celle basée sur le modèle bien fondé. Après, il y a une autre approche qui a été de dire, bon ben, l'ajout de la négation, potentiellement, ça peut nous permettre comment dire, on va plus vouloir rechercher un modèle, un bon modèle, le modèle parfait, unique pour un programme donné, mais on va chercher potentiellement une collection de modèles, enfin, voilà, intéressants, donc preferred model, pour un programme donné. Et donc, cette ligne de recherche, en fait, a abandonné le dogme du modèle unique et a accepté finalement la possibilité d'avoir plusieurs scénarios compatibles avec un programme donné. Alors, on note que, en fait, pour des approches, en général, hein, pour les approches qui, comme ça, permettent de définir de multiples modèles intéressants, on a en général un seul modèle pour les programmes stratifiés positifs, qui correspondent aux plus petits programmes, aux plus petits modèles de Herbrandt qu'on a vu précédemment, et au modèle parfait des programmes stratifiés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'approche par des modèles multiples généralise en quelque sorte euh, la situation enfin c'est même pas en quelque sorte, c'est généralise, intègre en son sein, généralise les modèles, le modèle, le plus petit modèle de Herbrandt pour les langages positifs et le modèle parfait pour les langages stratifiés. Ça intègre tout ça, donc c'est quand même pas n'importe quoi, heureusement. Euh, alors du coup, par rapport à ces deux lignes de recherche, en fait, l'Uncensored Programming et sa sémantique sous-jacente des modèles stables est basée sur la deuxième ligne de recherche, c'est-à-dire la ligne dans laquelle on va dire, pour un programme normal, donc avec de la négation, on va considérer potentiellement plusieurs modèles intéressants, plusieurs modèles préférés. Alors, avant de voir ça, on va voir quand même tout ce qui a été fait et notamment sur la négation stratifiée. Donc une première classe de programme avec la négation qu'on va considérer, ce sont les programmes stratifiés. Les programmes stratifiés ont la propriété que on peut trouver un ordre dans l'évaluation des règles dans le programme tel que la valeur des littéraux négatifs peut être prédéterminée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intuitivement, pour évaluer le corps d'une règle contenant un littéral négatif comme note R de t, eh bien en fait la valeur du littéral négatif R de t devrait être connue. En fait, ça va mimer l'approche negation as failure de la manière suivante. C'est-à-dire que d'abord, on va évaluer R de t. Si R de t est faux, alors on va dire que note R de t est vrai. Et si R de t est vrai, alors on va dire que note R de t est faux. Et
on va dire que la règle qui contient note R de t n'est pas applicable. Donc, exemple, on va évaluer le programme qui contient qu'une seule règle, le programme suivant qui ne contient qu'une seule règle, qui est la suivante. Donc, si les échecs, c'est pas intéressant, alors les échecs, c'est ennuyeux. Ou autrement dit, de manière un peu plus fidèle, si, alors plutôt selon la negation as failure, on interpréterait cette règle de la manière suivante, on lirait cette règle de la manière suivante. Si on n'arrive pas à prouver que les échecs c'est intéressant, alors on en déduit que les échecs c'est ennuyeux. Selon notre recette, là, les trois premières étapes précédentes, on a quoi? On a manifestement, interesting de chess est évalué à faux. Pourquoi c'est évalué à faux? Parce qu'on n'a rien qui nous dit que ça doit être vrai. En fait, on n'a qu'une règle, mais on n'a pas de... Voilà. Et donc, le littéral nié non interesting de chess, on l'évalue à vrai. Et donc, aussi, boring de chess s'évalue à vrai. C'est le cas numéro 2. On a évalué R de t, on n'a pas pu l'évaluer à vrai, interesting de chess. Donc, il est faux, a priori. Et donc, note de interesting de chess est vrai, donc boring de chess est vrai. Ça amène au modèle de Herbrandt, dans lequel on n'a que boring de chess, de P, qui est en fait le sens intuitif du programme. Hein. A priori, puisqu'il n'y a rien qui nous dit que c'est intéressant, bon, bah, c'est un niveau. Alors, on note quand même que cette procédure un peu informelle, hein, implicite, que cette procédure assez formelle, même si c'est quand même assez précis, que cette procédure, en fait, implicitement introduit un ordre particulier sur l'évaluation des règles. Et donc, finalement, rend la spécification d'un programme, c'est-à-dire le fait d'écrire le programme, en fait, on est plus dans un processus procédural que déclaratif. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir évaluer une règle dans laquelle on a des notes de littéraux, il faut qu'on évalue ces littéraux, enfin de notes d'atomes, qu'on évalue ces atomes. Donc voilà, donc on repousse en fait les règles qui contiennent des notes d'atomes après. Donc ça, c'est typiquement procédural, puisqu'on s'intéresse à l'ordre dans lequel on a exprimé les règles et pas simplement au contenu des règles, peu importe leur ordre. Donc pour ça, on va avoir, en fait, j'imagine qu'après, on va passer à une formalisation un peu plus précise de tout ça, notamment avec la notion de graphe de dépendance. Donc la méthode qu'on vient de voir fait sens seulement s'il n'y a pas de négation cyclique dans les programmes. Parce que s'il y a des négations cycliques dans les programmes, on va repousser certaines règles après, parce qu'elles contiennent des notes de R, mais du coup, on va en repousser d'autres aussi parce qu'elles contiennent des notes de R. En fait, on fera que repousser, et tout ça parce qu'il y a des cycles. Et oui, s'il y a des cycles dans les négations, eh ben, il ne va pas pouvoir être possible de trouver un ordre d'évaluation. Et bien, ça, c'est capturé par la notion de graphe de dépendance. Donc, je vais surligner en bleu, puisque c'est une définition. Si je suis allé trop loin. Voilà. Donc, le graphe de dépendance d'un programme P, qui est noté dep de P, c'est donc un graphe, hein, donc il y a un ensemble V de sommets vertices et d'arêtes E edge. Donc qui consiste en quoi? Donc l'ensemble de sommets ou de nœuds V, de nodes V et de arcs E. Donc c'est un graphe
orienté est défini comme donc l'ensemble des sommets est défini comme l'ensemble de tous les prédicats P qui sont utilisés voilà, dans P. Donc pour chaque prédicat, on fait un nœud. Et après, on va faire une arête, enfin un arc plutôt, de P vers Q, si et seulement si un atome avec le prédicat P est dans la tête d'une règle R, et dans le corps de la règle R, on a un littéral qui contient le prédicat, le nom de prédicat, le symbole de prédicat Q. Si, donc voilà, si, donc ça c'est quand l'atome, le littéral est positif, et si ce littéral est négatif, alors l'arête, l'arc, sera marqué par une étoile. Donc là, on a un petit exemple, ça c'est sympathique. Par contre, c'est pas tout à fait sur la même. Alors, je vais prendre du coup, je vais faire un copier-coller de l'exemple pour éviter d'avoir le saut de page. Voilà. Donc ça, c'est notre programme. Et ça, c'est le graphe de dépendance qu'on va mettre à côté. Voilà, comme ça, on peut bien voir les choses. Alors, on considère le programme P7. Donc, il y a Man de Dilbert. Donc, Dilbert est un homme. Si X est marié et si X est un homme, alors X est un mari. Et si et si on va dire si X n'est pas un mari et X est un homme, alors X est célibataire. Donc on construit le graphe de la manière suivante. On va avoir un sommet par prédicat. Donc on va avoir un sommet pour man, pour married, pour husband et pour single. Donc 4 sommets. Et on a une arête d'un sommet à l'autre si jamais le prédicat est en tête et que dans le corps, il y a un atome avec le prédicat correspondant. Donc par exemple ici, on a husband qui est en tête de cette règle-là. Donc comme il y a man et il y a married dans le corps, on va avoir un arc de husband à man et de husband à married. C'est bien le cas. Et comme il y a single qui est en tête et que man est dans le corps de la règle qui correspond, on va avoir un arc de single à man, single vers man. Et comme on a husband aussi, on va avoir un arc de single vers husband, mais avec une étoile parce que husband est préfixé par not. Donc voilà, facile. Donc l'ordre d'évaluation pour les prédicats niés va être construit selon la politique suivante. S'il y a un chemin dans le graphe de dépendance de P à partir d'un prédicat P jusqu'à un prédicat Pn, donc P égale P0 jusqu'à un prédicat Q égale Pn, tel que entre PI et PI plus 1, tel qu'il existe un passage entre PI et PI plus 1 marqué par une étoile, alors Q doit être évalué avant P. Donc par exemple ici, on a le chemin de single jusqu'à husband jusqu'à married. Donc, et comme on a une arête avec une étoile sur le chemin, alors married doit être évalué avant single. Est-ce que c'est ça? Et husband aussi. Voilà, c'est ça. Doivent être évalués avant single. Ok. Donc là, je reviens au, euh, au document. Donc finalement, ça va nous permettre de définir la notion, de formaliser la notion de stratification.
selon la définition 7, en sachant qu'on utilise près de R pour dénoter l'ensemble des noms de prédicats qui sont utilisés dans un ensemble de règles R. Donc, la stratification d'un ensemble de règles P, donc d'un programme P, est un partitionnement sigma, donc un ensemble de partitions SI, de n partitions SI de prédicats. Donc on met les prédicats dans des ensembles disjoints, on répartit tous les prédicats dans des ensembles disjoints et non vides, voilà, 2 à 2 disjoints, tel que si j'ai un prédicat P qui est dans un ensemble SI et Q qui est dans un autre ensemble SJ et que j'ai un arc de P à Q dans le graphe de dépendance de P, alors forcément I doit être supérieur à J. D'accord? Donc ici, Q doit être dans un SJ dont le J est inférieur au I du SI dans lequel est P. Okay. Et si l'arête est une arête étoile, alors c'est la même chose, sauf que là, cette fois-ci, on sait que c'est strictement supérieur, que I doit être strictement supérieur. Alors que précédemment, en fait, le I et le J pouvaient être identiques, mais il faut qu'on ait un I strictement supérieur quand on a une étoile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ordre strict de précédence qu'on doit respecter. Donc les ensembles S1 et Sn sont appelés les strates de P par rapport à sigma. Et un programme P est distratifié s'il existe une stratification sigma. Si on peut trouver une stratification sigma, au moins une, pour ce programme-là. Alors, on note qu'il y a des programmes qui ne sont pas stratifiés, tels que P6. Alors, P6, ce serait intéressant de voir pourquoi on ne peut pas le stratifier. Où est-ce qu'il est P6? Il est là. Essayons de réfléchir 2 minutes peut-être à P6. Alors, P6, P6, P6. Donc, pour P6, si jamais j'avais le graphe de dépendance à créer, donc je dois avoir un sommet man, je dois avoir un sommet single, je vais avoir un sommet husband, je vais avoir un sommet, c'est tout. Ok, donc après le graphe nous dit donc single arc vers single à man, comme ça. Arc de single à husband mais étoile parce que husband est préfixé par note, et arc de husband à man tout court et de husband à single mais étoile parce qu'il y a un note devant. Voilà. Et là, du coup, on a dit quoi? On a dit que single, du coup, pour construire une stratification, single doit être dans un certain SI, on va le mettre dans un certain SI, et comme il y a cette flèche-là avec une étoile, husband doit appartenir à un certain SJ, mais avec I strictement plus grand que J. Sauf que ça, c'est la traduction de la première. C'est la traduction, si jamais je surligne
ici, voilà, c'est la traduction de ça. Le I, voilà. Et si jamais maintenant je traduis l'autre, ben, l'autre nous dit le contraire. L'autre nous dit que, 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 que J doit être strictement supérieur à I. Ça, je vais le mettre en vert, c'est la traduction de cette arête-là, quand on essaie de créer une stratification. Et donc évidemment, ça, c'est pas possible. D'accord. Ça, c'est impossible. Donc effectivement, c'est pas possible. Très bien. Alors, on va revenir à notre document, qui est où? Qui est là. Même un peu en dessous. Voilà, donc c'est pas possible. D'accord. Il n'y a pas de stratification. P6 n'a pas de. Il y a aucune stratification pour P6. Donc il n'est pas stratifié. Et une fois qu'on a trouvé une stratification, bah, ça spécifie un ordre d'évaluation en réalité pour les prédicats dans un programme logique. Ici, l'évaluation d'un prédicat, ça signifie quoi? Ça signifie le calcul, ça signifie de calculer l'ensemble des atomes vrais qui ont P comme nom de prédicat. Et en fait, l'évaluation séquentielle peut être effectuée par le calcul d'une série de plus petits modèles itératifs. Je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il voulait dire, mais bon, bref. Une stratification donne un ordre, en fait. Alors, la définition, on va peut-être avoir un peu plus de détails avec cette définition. Donc, si on a P, un programme logique avec une stratification sigma, donc S1, SK, de taille K, supérieur ou égal à 1, forcément, ben alors, d'accord, on a ça, ok. On définit PSI comme le sous-ensemble des règles de P qui ont en atomes de tête ben, les prédicats qui sont dans SI, enfin qui ont en atome de tête des atomes avec un prédicat qui appartient à SI. Okay. Et on définit HB étoile de PSI, l'union pour tous les J inférieurs ou égaux à I. En fait, on prend dans la base de Herbrandt de P tous les, tous les faits clos, tous les atomes clos qui sont dans un SI, dans un SJ pour J inférieur ou égal à I. Oui, c'est ça, c'est un sous-ensemble de la base de Herbrandt, mais uniquement pour tous les SJ qui sont inférieurs ou égaux à I. Et donc I aussi. Et donc on définit les modèles, les plus petits modèles itératifs MI inclus dans la base d'Herbrandt de P, avec I variant de 1 à K, par les modèles qui respectent 1 et 2. Donc 1 c'est quoi? C'est M1 doit être le plus petit modèle de PS1. Ah oui, c'est ça, parce qu'on définit, c'est ça, on définit des sous-programmes. J'ai pas compris. On définit des sous-programmes de P, d'accord? Donc M1 est le plus petit sous-modèle de PS1. Et si I est supérieur à 1, donc pour les autres PSI, alors MI est le plus petit modèle
et le plus petit ensemble M et le plus petit sous-ensemble M de la base verbante de P tel que tel que M doit être un modèle de PSI, et l'intersection entre M et HB étoile de PSI-1, c'est quoi? C'est identique à l'intersection de MI-1 avec HB étoile de PSI-1. On dénote par M de P sigma le plus petit modèle itératif MK. Alors là, c'est un peu compliqué, donc il faut voir un exemple. L'exemple, a priori, est assez bien détaillé. On va faire comme tout à l'heure. On va regarder. Hop. On va regrouper dans OneNote tous les éléments. Parce que c'est pas super pratique comme ça. Ah. Et on va rajouter suite. Ça jusque là. Alors, donc ici on considère le programme P7. Ah oui, alors en fait la figure ne fait pas partie de l'exemple, si je comprends bien. Donc le programme P7. On a Man de Dilbert. Donc on sait que Dilbert est un homme. On a la règle qui nous dit si X est marié, X est un homme, alors X est un mari. Si X n'est pas un mari, X est un homme, alors X est célibataire. Ok. On a le graphe de dépendance qu'on a vu tout à l'heure. Et on a une stratification. Alors attends, le graphe de dépendance, je peux peut-être le remettre. C'est celui-là. Juste pour vérifier la stratification. Donc la stratification nous dit quoi? Nous dit par exemple, on va mettre married dans un ensemble. On sait que husband doit être dans un ensemble numéroté avec un numéro plus grand ou égal à celui de married. Là, on l'a mis dans S2. On sait que single doit être dans un ensemble avec un numéro strictement supérieur à celui de husband. Donc si husband est dans S2, single est dans S3. Et man doit être dans un ensemble inférieur ou égal à celui de single ou de husband. Donc c'est forcément inférieur ou égal à celui de husband. Bon voilà, on a choisi cette stratification-là. On aurait pu choisir de mettre husband dans le même ensemble que man et married. Puisqu'il y a inférieur ou égal. Mais bon, peu importe. Donc, on obtient quoi? Alors, alors là, c'est un petit peu chaud. Je vais essayer de reprendre la définition aussi. Alors,
Alors ça c'est l'exemple. Et ça c'est la définition. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? Essayons d'appliquer la définition à l'exemple. Alors, on a une stratification S1, S2, S3. On définit PSI comme le sous-ensemble des règles de P qui a un atome de tête avec un prédicat qui est dans SI. Donc ici, on a S1, c'est man-marid, donc on peut écrire P de S1, c'est quoi? C'est en tête, il faut qu'il y ait man ou marid. Donc on aura man de Dilbert. Et non, faut pas que je termine tout de suite l'ensemble. Et on aura, c'est tout en fait. C'est tout parce que les deux autres en tête, il n'y a pas ça. Donc il fallait bien que je referme. Est-ce que c'est ça? Ok. Ensuite, P de S2. J'essaie de pas regarder la solution avant. Donc dans P de S2, j'ai husband, donc j'ai juste une règle. Donc j'ai husband de X qui est impliqué par man de X et married de X. Et c'est tout. Oui, ça correspond. Et j'ai P de S3. S3 c'est single, donc c'est single. Jusque-là, c'est pas compliqué, en fait. Single de X, c'est quoi? C'est man de X et c'est not husband de X. Ah, il y a un petit bug là. C'est pas moi qui fais un grand trait à chaque fois. Bref. Alors ensuite, donc ça c'est les PSI. Ok, ensuite, HB étoile de PSI, c'est quoi? Donc on va avoir un HB étoile de PS1. C'est quoi? C'est le sous-ensemble de la base de Herbrandt de P. Donc c'est tout l'effet clos. Ah oui, d'accord, c'est tout l'effet clos avec un nom de prédicat qui est dans un SI dans un J avec J inférieur ou égal à I. Donc là, voilà, sauf que là, la base de Herbrandt, non, on peut la noter, elle n'est pas infinie puisqu'il n'y a pas de fonction. Donc la base de Herbrandt de P, alors du coup c'est P7, c'est quoi? C'est tout l'effet clos. Bon, on a Man de Dilbert, celui-là il nous est donné. On va avoir, avec Man, on peut rien avoir d'autre, parce que Hilbert c'est la seule. Voilà, donc on va avoir Husband de Dilbert, très bien écrit. On va avoir Single de Dilbert. On va avoir quoi? Married de Dilbert.
c'est à peu près tout. Voilà. Donc là, pour PS1, on va regarder dans S1, on a Man Married. Donc on met en fait voilà, tous ceux qui sont avec Man Married. Donc on a Man de Dilbert et Married de Dilbert. Comme ceci. Dans HB étoile de PS2, eh ben, on va avoir quoi? Je vérifie si j'ai. Est-ce qu'on a. Ouais, c'est bon, ça correspond. Donc, dans HB étoile de PS2, je sais pas si on l'a. J'avoue que je regarde direct là. Non, on l'a pas. Donc, on a forcément HB étoile de PS1 Union. Pourquoi on a tous les. Bah, si, parce qu'on a tous les faits aussi. Union les faits avec Husband. Donc, Union Husband de Dilbert. Voilà. Et dans HB étoile de PS3, ben là on a HB de P7 complet puisque PS3 c'est le dernier. Il y a donc single, husband et voilà, il y a tout. Ok, donc là maintenant on a ok. Alors on définit les modèles, les plus petits modèles itératifs MI. De la manière suivante. Alors M1 est le plus petit modèle de PS1 et d'accord. Ben, facile, hein, ça implique PS1, ça implique que M1, ben, euh, c'est Man de Dilbert, hein, tout bêtement. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est ça. Man de Dilbert, ok. M2. Alors M2, c'est cette définition-là. M2, c'est le plus petit sous-ensemble M de la base de Herbrand, tel que M est un modèle de PSI, donc M doit être un modèle de PS2, et M intersection. Ouais, il y a un petit bug là. Et M intersection. Non, il n'y a pas de bug dans la définition, hein, c'est sur ma tablette graphique qu'il y a un bug. Donc, M est un modèle de PSI. Donc, on peut peut-être mettre déjà les modèles de PSI, parce que là, j'ai un peu du mal à tout faire. Modèle de PSI, on va écrire ça comme ça. Donc, il va potentiellement y en avoir plusieurs. Donc là, c'est PS2. Le modèle de PS2, c'est par exemple l'ensemble vide. Un modèle de PS2.
Attends, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que l'ensemble vide est un modèle de PS2? Cette règle-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit quel que soit x, ça implique ça. Alors ça implique ça, c'est quoi? C'est note ça ou ça. Si c'est vide, quel que soit x, note ça ou ça, bah c'est vrai, parce que j'ai rien. Donc, oui, donc c'est bon. Donc vide est un modèle. Après, si je mets par exemple Man de Dilbert, juste Man de Dilbert, tout seul, comme M1. Man de Dilbert tout seul, on nous dit quoi? La formule nous dit quoi? Elle nous dit quel que soit x, soit j'ai man de x et mari de x, et à ce moment-là, j'ai husband de x, ou alors j'ai pas man de x et mari de x. Et ben Dilbert tout seul, ça marchera parce que man de Dilbert tout seul, ça veut dire que ça c'est vrai, mais que ça c'est faux, puisque je l'ai pas dans mon modèle. Donc globalement c'est faux et donc ça marche. Donc on peut avoir man de Dilbert tout seul. Ensuite, ensuite, je peux pas avoir man de Dilbert et mari de Dilbert sans avoir husband de X. Donc, man de Dilbert, mari de Dilbert et husband de Dilbert. Ça, c'en est un autre. Voilà. Et alors, je peux avoir après man de Dilbert. Est-ce que je peux avoir man de Dilbert et husband de Dilbert? Bah oui, oui, je peux avoir ça aussi. Je peux avoir man de D. On va écrire D comme ça, c'est un peu vite. Husband de D. Euh, Est-ce que je peux avoir man de Dilbert, single de Dilbert? Bah oui, il n'y a rien qui l'empêche. Celui-là, je l'ai déjà écrit. Donc, man de Dilbert, husband, j'ai déjà un. Et man married, je peux pas. C'est celui-là que je peux pas, parce que sinon, il faut que j'ai celui-là. Est-ce que je peux avoir husband et single? Est-ce que je peux avoir husband tout seul? Ça nous dit quel que soit X, soit j'ai pas ça, soit j'ai ça. Bah oui, donc je peux avoir husband tout seul. Husband de Dilbert. Ouais. Est-ce que je peux avoir single tout seul? Bah, single tout seul, non. Ah non, je me suis peut-être trompé sur l'ensemble vide.
Ça et ça. Alors, quel que soit x, j'ai j'ai pas ça et ça, ou bien j'ai ça. Donc l'ensemble vide nous dit que j'ai pas ça et ça. Donc après que j'ai ça ou pas, on s'en fout, mais donc c'est bon. Est-ce que je peux avoir single tout seul? Bah oui, pour la même raison, parce que single tout seul, ça veut dire que j'ai pas ça et ça. Single de Dilbert. Donc je peux avoir single tout seul normalement. Single de Dilbert. Est-ce que je peux avoir married tout seul? Oui. Oui, parce que euh, si j'ai married tout seul, j'ai pas man de Dilbert, donc c'est faux. Et donc c'est bon. Donc married, wow, un petit bug. Married de Dilbert. Ouais. Ouais, il y en a plein en fait. Euh, Ensuite, je peux avoir donc man husband. Je peux avoir man single. Je peux avoir man married. Euh, Non, pardon. Non, celui-là, je peux pas. Je peux pas avoir man married. Je peux avoir man single et man husband. Mais je peux pas avoir man married tout seul parce que sinon, il faudrait que j'ai husband. Et en termes de 3, est-ce que je peux avoir man husband et single? Oui. Ah, il y en a plein en fait. Il y en a plein, plein. Man, allez, on va l'écrire comme ça. Husband et single. Man. Est-ce que je peux avoir man, husband, married? Bah oui, mais je l'ai mis, je crois. Ouais, je l'ai mis là. Est-ce que je peux avoir man, single, married? Non, parce qu'il faudrait husband, puisque j'ai man et married. Et est-ce que je peux avoir husband, single, married? Oui. Husband, single, married? Oui. Et puis bien sûr, je peux avoir la base d'Airbrandt. Voilà. Donc j'ai tout ça. Donc ça, c'est mes modèles, c'est les modèles de P2. Donc je suis en train de calculer M2. Alors ça doit être un sous-modèle, un sous-ensemble de la base d'Airbrandt, donc un modèle de PSI, donc de cette règle-là. Et, et dernier point, il faut que M intersection HB étoile de celui d'avant. Ah non, pardon. Je suis sur I, hein, donc M intersection HB étoile de PS1 soit égal à donc du coup il faut que M2 intersection
HB étoile de PS1, donc je vais l'écrire, M2 intersection HB étoile de PS1 soit égal à M1 intersection HB étoile de PS1 aussi. Donc M1 intersection HB étoile de PS1. Ben, c'est Man Dilbert. Et donc c'est Man Dilbert. Donc ça doit être Man de Dilbert. Et ça, il faut que ça soit égal à M2 intersection HBPS1. Il faut que ça soit le plus petit parmi tout cela. Le petit sous-ensemble parmi tout cela. Donc si je prends donc HBPS1, c'est quoi? C'est Man Dilbert, Marie Dilbert. Ok, donc faut pas qu'il y ait Man et Married. Faut pas qu'il y ait Man et Married. Faut qu'il y ait Man et autre chose. Et le plus petit, bah, le plus petit c'est Man. Donc M2, c'est quoi? C'est Man de Dilbert. Puisque par intersection avec HB étoile de PS1, ça fait Man Dilbert, Marie de Dilbert. Donc faut virer Marie, mais il faut avoir le plus petit par rapport à l'inclusion ensembliste. Voilà, donc M2, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. It is easy to see, easy, pas très easy quand même, hein, mais bon, c'est toujours marrant. It is easy to see, on fait plein de calculs. Ok. Ok, donc il est facile de voir que M2, c'est quoi? C'est Man de Dilbert. C'est un modèle de PS2. C'est un modèle de PS2. Bah oui, puisqu'on l'a pris à l'intérieur, il faut que ça soit un modèle de PS2. Ah non, non, non. Pourquoi j'ai cherché dans les modèles de PS2? Bah si, c'est là. C'est le petit A. Ok, et que M2 intersection HB étoile de PS1 est égal, ok. Aussi, M2 est le plus petit modèle qui a ses propriétés. Ah oui, d'accord. Oui, donnez pas. Oui, d'accord. Donc c'est. Oui, ok. Pour l'évaluation de M3, PS3 c'est ça, donc on fait la même chose. On trouve que M3 c'est single de Dilbert, union M2. Ok, bon, ça je le crois sur parole, même si c'est pas. Voilà. Et donc on a M3, c'est single de Dilbert plus M2, c'est-à-dire Man de Dilbert. Euh, et donc, M3, eh ben, c'est celui-là qu'on veut. C'est celui-là. Ah, oui, alors après, ben oui, c'est celui-là qu'on veut. Puisque c'est MK, c'est le plus petit modèle itératif. C'est MP sigma. Donc MP7 sigma, je vais l'écrire parce qu'ils ne l'ont pas écrit. MP7 sigma, c'est quoi? C'est M3. Il n'y a pas d'accolade. Voilà. Euh, Alors oui, bien sûr, il est bon de noter qu'il n'y a pas une unique stratification puisqu'on pouvait mettre tout dans le même truc. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et donc, voilà.